Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit Seti, Denis de Seti, le CEO. Salut Denis. How are you today? Salut Denis, comment tu vas aujourd'hui? I'm doing great, thank you. How are you? Je vais bien, merci beaucoup. Et Really toi? good. I'm really happy to have you here. Moi, je vais super bien. Je suis très content de t'avoir ici. Beaucoup de gens attendent cette émission. Can you tell Yeah, us a bit? I'm excited to be here. Yes? I Là, je suis vraiment content d'être ici. like this opportunity to chat with you and like get into Je suis trop content d'avoir cette opportunité pour discuter avec les gens, discuter de SETI, etc. Yeah. Yeah, we have a big French community. Ouais, on a une grande communauté You are in française Japan, qui aime right? SETI, donc c'est très cool. Yeah, I live in Tokyo. I've been here for the last Ouais, je vis à Tokyo depuis les 15 dernières années. afternoon here in Japan. Et il est un peu tard dans l'après-midi, donc on a might un be, petit peu de délai entre nous deux, mais rien de dérangeant. all good. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu faisais avant SETI et dire ton parcours? What are you actually doing in SETI? Yeah, absolutely. Ouais, bien sûr. J'ai une longue carrière dans la tech qui a un petit peu prédit ce que j'allais faire, même avant Bitcoin. I'm a bit older. Je suis un petit peu plus vieux et j'ai commencé à travailler pour Apple il y a très longtemps, là en 1999. Et j'ai travaillé pour l'équipe iPhone notamment. Je faisais partie de l'équipe qui a lancé l'iPhone 3GS sur de nombreux marchés à travers le monde d'ailleurs. C'est en partie la raison pour laquelle je suis venu au Japon il y a 15 ans. J'ai notamment été dans l'équipe qui a apporté l'iPhone sur le marché avec notamment SoftBank, hein. Puis on m'a demandé si je voulais rester ici au Japon et j'ai bien sûr accepté. Donc vers 2001, j'ai quitté Apple et j'étais plutôt intéressé déjà par le Bitcoin à cette époque en tant qu'amateur, vous savez, la participation au forum. Et je pense que vous savez que lorsque Mongox était encore opérationnel, j'étais un des premiers traders sur Mongox aussi. Et après, j'ai travaillé dans le développement d'applications mobiles pendant un certain temps chez une grande entreprise japonaise, ici appelée Rakuten. Si vous êtes en Europe et que vous connaissez un peu football, vous connaissez sûrement Rakuten qui est très célèbre. Donc j'ai fait ça pendant quelques années, puis j'ai travaillé pour une startup blockchain pendant quelques années à Tokyo, avant de finalement passer chez Bitcoin.com. Vous savez, tout ce temps j'étais membre de la première communauté Bitcoin ici à Tokyo. Et en 2018, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler pour Bitcoin.com. J'ai été leur chef de produit pendant quelques années et après cela, je suis devenu PDG pendant plusieurs années, environ 4 ans avant de lancer SETI. Et SETI, ou plutôt SETI est la société et le projet que j'ai confondé avec d'autres personnes. Vous les avez peut-être vus dans le Telegram ou sur Discord ou même sur Twitter. Vous avez Tonis, Austin, Logris le Bard. Vous avez aussi Crystal ainsi que de nombreuses autres personnes qui sont vraiment géniales dans l'équipe SETI. La volonté a toujours été de faire quelque chose différent, par exemple dans le Web3 et dans l'IA en particulier, parce que nous avons reconnu tous, nous, qui débutaient cette aventure, que l'IA allait être la prochaine vague d'opportunités énormes, pas seulement pour le Web3, mais pour le monde entier. Il y avait un besoin réel pour la communauté du Web3 d'ailleurs d'avoir accès au même type de puissance de calcul de qualité professionnelle comme les entreprises comme OpenAI, Microsoft, Amazon, vous savez. Donc on a vraiment eu comme mission qu'on s'est donnée plutôt dans cette année de créer une entreprise dédiée à fournir la puissance de calcul d'un niveau d'entreprise à des projets Web3. Et vous vous êtes tous rencontrés chez BitTensor, n'est-ce pas? Vous étiez très proches de BitTensor et vous vous êtes rencontrés lors des événements de BitTensor, je pense. Certains de mes cofondateurs et moi nous connaissons depuis des années et nous nous connaissons par le biais du circuit des conférences autour de la cryptographie et par coïncidence nous avons tous convergé au début de 2024, même comme certains d'entre nous vers plutôt la fin de 2023 autour de BitTensor grâce à nos propres recherches. On regardait tous les applications que la blockchain et l'IA pouvaient avoir et nous avons pris conscience de BitTensor à l'époque, indépendamment les uns les autres,
Et puis, ce qui s'est passé, c'est on a tous commencé à s'en parler les uns les autres, et on se dit, tiens, regarde, j'ai un projet qui pourrait t'intéresser. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle BitTensor. Et on se dit tous, no way. En fait, je connais. Et, comme ça, on s'est un petit peu tous parlé de BitTensor. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on parlait un peu tous de BitTensor avant de commencer SETI de S19 et comment ça va être un game changer dans l'espace de l'IA et de la blockchain. Absolument. Et beaucoup de gens comparent SETI à, je ne sais pas, des choses comme Akash, Ionet. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est SETI, comment ça fonctionne et en quoi c'est unique en fait? Ouais, bien sûr. Donc, comme les courtiers typiques en dépine, comme Akash par exemple, vous savez, le but c'est de donner aux personnes qui ont des ordinateurs, de les connecter avec des personnes qui ont besoin de puissance de calcul. Et vous savez qu'ils vont aller négocier ça avec plusieurs relations. Euh, Maintenant, on a des Akash, des Spheron, des Hyperbolic qui ont leur propre sauce spéciale, entre guillemets, comment ils créent un marché en tant que courtier et qu'ils créent cette relation entre le fournisseur de calcul et le consommateur de calcul. SETI, lui, est plutôt unique dans le sens où nous sommes un fournisseur de puissance de calcul et nous fournissons de la puissance aux courtiers traditionnels. Mais nous fournissons également de la puissance de calcul directement aux projets blockchain et aux projets Web3 avec des projets comme Morpheus notamment, mais également des clients qui ont besoin de calcul IA conventionnel. Les projets de grande envergure cherchent à construire un réseau et une certaine intelligence dans ce réseau avec un marché intégré afin de connecter les acheteurs et les vendeurs de calcul. Et nous sommes différents dans le sens où nous sommes un fournisseur de puissance de calcul. Nous sommes donc heureux de fournir ces réseaux dans le cadre de notre modèle économique, mais nous fournissons également directement aux projets Web3 et même des projets conventionnels qui ont besoin de puissance de calcul et veulent une relation directe avec le fournisseur de puissance de calcul pour l'obtenir. Nous possédons donc un tas de serveurs HGX, des serveurs H100, dont 16 dans nos installations de Vancouver, et nous étendons cela à un certain nombre de centres de données différents en Amérique du Nord très bientôt. Nous avons accès à des centaines de serveurs supplémentaires que nous prévoyons de déployer au cours de l'année prochaine. Ouais, parce que vous avez donc une taxe sur le jeton pour financer toute cette opération. Je pense que vous avez arrêté les infracels il y a un mois ou 2 semaines, quelque chose comme ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus ce qui se passe en ce moment? Combien de H100 est-ce que vous avez au total? Combien est-ce que vous attendez en avoir? Juste pour être sûr que tout soit clair. Quelle est la situation en ce moment et pour l'année prochaine peut-être? Oui, bien sûr. Donc, je pense que, comme tu es en train d'aborder, c'est quelque chose d'unique, notre modèle de tokenomics, que le SETI, que le projet SETI a, parce qu'il a été développé donc par l'équipe, mis en interne par Logris notamment, qui a été l'auteur de cette modèle de tokenomics. Il a développé du coup ce mécanisme de flywheel où on voit une taxe sur un jeton non inflationniste sur une offre fixe qui permet de capturer une partie du volume de transactions qui a lieu dans le token SETI et ensuite de convertir ce token SETI qu'on obtient en dollars américains, par exemple pour ensuite convertir ce dollar en matériel opérationnel déployé dans un centre de données et ensuite convertir ce matériel opérationnel en revenu net ou bénéfice, et donc ce revenu et ce bénéfice est alors, vous savez, retourné à l'écosystème des jetons. Donc la taxe a été une partie intégrante de la façon dont nous collectons des revenus pour le projet et comment nous avons installé les premiers serveurs HGX, ces 128 cartes H100, vous savez, et qui sont des cartes de pointe qui sont installées à Vancouver. Puis nous avons commencé à les pointer vers des projets de grande envergure comme Spheron, Hyperbolic, qui sont les deux que nous fournissons actuellement pour de la puissance de calcul, ou directement à des projets de blockchain AI comme Morpheus.
Donc les revenus que nous collectons de ces projets seront, après déduction des dépenses, restitués aux détenteurs du jeton. Donc avec 16 serveurs, nous avons arrêté de convertir cette taxe en dollars parce que nous avons assez pour faire tourner la flywheel et pour terminer plusieurs itérations avant de devoir faire évoluer la chose en utilisant le jeton. Donc oui, nous avons arrêté de convertir le jeton en taxe en USD il y a environ un mois, en novembre, et nous nous concentrons désormais sur, vous savez, l'obtention d'un revenu net maximal du projet afin que nous puissions achever cette flywheel et restituer des profits à l'écosystème et pour les tokens. Donc c'est ainsi que le concept fonctionne. La taxe est vendue, les dollars sont convertis en matériel, le matériel est allumé, le matériel produit de l'argent et l'argent revient au détenteur du token. Le prix augmente parce que les gens obtiennent un rendement du jeton et du prix remonte parce que nous faisons des achats de jetons qui attirent plus de personnes dans l'écosystème. Et vous vous attendez à avoir un bon IPY, un bon rendement pour inciter les acheteurs pour que ça bouge. Mais quel est votre objectif en termes d'API? Est-ce que vous avez un objectif? Est-ce que c'est trop tôt pour en parler? Je pense que c'est encore un peu tôt pour en parler. On ne saura pas encore quel est notre objectif. Mais Logris a commencé à commenter à ce sujet à plusieurs reprises. Il faut que ce soit bien plus que ce que vous pourriez obtenir de l'Ethereum ou le rendement d'un stablecoin dans un scénario typique de DeFi. Donc l'idée derrière tout cela est que nous ajoutons un composant physique réel comme ce calcul, cette puissance de calcul de niveau entreprise qui devrait rapporter un bénéfice substantiel aux détenteurs du token. Donc avec 16 serveurs, l'idée est que nous devrions être capables de créer un rendement attractif pour l'écosystème actuel de jetons afin qu'il se développe pour que nous puissions avoir 200 serveurs, augmenter le profit au même rythme que nous puissions, vous savez, maintenir ce rendement attractif au fil du temps pour les détenteurs de jetons sur un projet de cette taille. C'est des multiples de la taille qu'il y a en ce moment. Donc, combien vous avez actuellement de H100 vous parlez de H200 aussi peut-être bientôt. Quelle est votre capacité en ce moment? Combien est-ce que vous en avez? Je crois que c'est 128. Est-ce que tu peux confirmer? Et quand est-ce que vous pensez pouvoir être capable d'en acheter plus, notamment des H200? Ouais, donc toutes ces cartes sont mises à l'intérieur des choses qu'on appelle les HGX, et qui sont des produits NVIDIA qu'on achète à notre fournisseur qui s'appelle Supermicro. Donc dans les HGX, vous allez avoir, c'est une grosse boîte dans laquelle vous allez avoir plusieurs H100 ou plusieurs H200 qui arrivent. Donc, ils ont une vitesse vraiment importante grâce à une technologie qui s'appelle SNX. Et il y a aussi une excellente rapidité grâce à une technique qui s'appelle InfiniBand. Et c'est vraiment un niveau au-dessus de ce que vous pouvez faire vous-même avec votre propre ordinateur, avec un H100 par exemple. Et chaque serveur, donc du coup, possède 16 cartes à l'intérieur. À l'heure actuelle, on a 128 cartes H100 qui tournent. Et la prochaine fois qu'on va commander, ce qui sera en début d'année 2025, qu'on achètera donc les H200, ce sera donc des achats de HGX avec des H200 à l'intérieur. Et ce sera des serveurs qui seront beaucoup plus performants en termes de rapidité. Et on s'intéresse évidemment à toutes les nouvelles sorties de NVIDIA autour des B200, des GB200 également. Okay, donc vous suivez chaque mise à jour de NVIDIA pour être les plus efficients possibles. Et donc les H100 sont plutôt corrects en termes de rentabilité. Mais si on veut les comparer aux H200,
Est-ce qu'ils sont plus efficaces et à combien de pourcents? Ouais, donc ces choses deviennent vraiment plus rentables quand vous faites des choses supplémentaires. Je pense à l'IA en termes de type de tâches que vous effectuez avec le matériel. Il y a l'inférence de modèles, ce qui signifie que vous avez un modèle existant et que vous l'exécutez ou vous le proposez aux consommateurs finaux. C'est à peu près ce que nous faisons en ce moment avec Morpheus par exemple. Et la grande majorité de l'activité qui se déroule dans le Web3 en ce moment, c'est l'inférence de modèles. Et les H200 sont plus rapides que les H100 par exemple. Il existe une échelle modible en termes de performance, mais ce dont les H100 et les H200 sur une plateforme AGX sont vraiment capables, c'est de faire des choses comme un grand modèle ou un petit modèle de formation qui ont besoin d'un certain nombre de serveurs, comme vous savez des dizaines et des dizaines, si ce n'est des centaines de cartes, afin de faire un travail efficace pour fournir leurs services. Et je pense que c'est l'évolution d'une gentrification de l'IA dans cet espace. Tout le monde qui a un projet d'agent et qui utilise comme un modèle open source. Et donc il y a une force de travail qui lui est associée, qui permet de peaufiner ces modèles ou de créer son propre petit modèle uniquement pour l'argent. Donc à ce stade, ils auront besoin d'accéder à des clusters de serveurs, des serveurs de haute performance avec ces cartes, pas seulement de collections de cartes individuelles dispersées sur Internet. D'accord. Je ne suis pas sûr que vous l'ayez déjà dit, mais quelle quantité de H100 pouvons-nous attendre en début d'année? On a la possibilité de commander quelque chose comme 60 centaines de cartes. Donc c'est dans ces ordres dits-là, donc ça va nous demander de générer pas mal de revenus également pour faire fonctionner la flywheel. Mais en termes de capital, on parle de quelque chose comme 80 millions de dollars. Donc évidemment, le but, c'est de les commander aussi vite que possible pour faire tourner la flywheel et générer le capital nécessaire pour passer ces bons de commande. Et si vous avez arrêté déjà les infracelles, est-ce que c'est un message pour dire que vous êtes financièrement indépendant en ce moment? Est-ce qu'elle va revenir? Mais pour l'instant, est-ce que vous avez assez d'argent pour acheter tout ça? Donc, financièrement indépendant à ce prix et à cette capitalisation, oui, plutôt. Mais comme je l'ai déjà dit, l'idée c'est que les bénéfices que nous réalisons grâce à cela se retourneront aux détenteurs de jetons afin que le prix du jeton augmente. Donc la capitalisation augmente également. Et puis vous savez, nous avons aussi l'argent pour installer plus de capacités à ce stade. On a parlé de Nvidia, il y a eu un petit peu de FUD autour de gens. Beaucoup de gens ont dit que vous ne portiez pas d'invitation ou quoi que ce soit, alors que du coup la question qui se pose c'est qu'est-ce qui s'est passé chez Nvidia? Est-ce que c'est pour avoir une mise à jour sur une nouvelle machine? De quoi avez-vous parlé au siège of Nvidia? Je comprends qu'il y a eu des doutes liés à cette visite, mais c'est un peu surprenant pour moi que quelque chose d'aussi simple qu'une réunion d'une journée chez Nvidia ne puisse pas être pris au pied de la lettre. Donc de toute façon, nous avons bien évidemment des relations avec des fournisseurs pour acheter les équipements dont nous disposons, et l'une de nos relations est directement avec Nvidia. Donc nous exploitons le centre de données de Vancouver, nous avons une entité canadienne et c'est le responsable de compte canadien pour Nvidia qui traite directement avec nous. Et il a dit pourquoi ne viendriez-vous pas chez Nvidia à Santa Clara pour une journée et nous passerons en revenu tous les produits à venir et nous vous donnerons l'occasion de rencontrer les chefs de produits de ces différentes divisions, l'ingénierie de terrain ou le réseautage ou ce que vous voulez.
On s'est dit, cool, faisons-le. Donc c'était le but du voyage, c'était vraiment un voyage axé sur les ventes. Nous y sommes allés, nous avons passé toute la matinée de environ 8h30 jusqu'à environ le matin, jusqu'à 5h30 de l'après-midi. Quelques gars sont allés prendre un verre après. Je n'ai pas fait ça, j'étais vraiment épuisé. Et Super Micro est venu nous rendre visite aussi parce qu'ils sont les gens impliqués dans cette relation. Donc je ne sais pas trop quoi dire d'autre à part que c'était une réunion d'une journée organisée par notre responsable de compte au Canada avec le but précis de nous présenter une start-up. Nvidia souhaite vraiment développer des relations avec les startups. Au fait, juste une digression ici. Je pense qu'ils reconnaissent qu'ils ont le choix d'être redevables aux hyperscalers comme seul client, que ce soit des Microsoft, Amazon ou Google, ou aussi de développer la prochaine vague de nouveaux acteurs entreprises pour s'assurer qu'il existe une population dynamique et diversifiée pour acheter leur matériel. Donc Nvidia se concentre beaucoup sur le développement de relations avec des startups comme SETI. En fait, nous sommes encouragés à postuler au programme Nvidia Cloud Partner et nous sommes en train de le faire également. Mais de toute façon, ils sont très désireux d'inviter des startups, en particulier les fournisseurs de cloud et les startups orientées matériel, à venir découvrir toutes les dernières et meilleures technologies que Nvidia a à offrir. Il ne s'agit pas toujours d'être Amazon ou Google, n'est-ce pas? C'est vraiment une bonne décision de la part de Nvidia, vraiment sympa. Est-ce qu'ils comprennent vraiment ce que vous faites? Est-ce que vous soutenez? Je ne sais pas, Morpheus, est-ce qu'ils ont compris ça? Certains le comprennent, d'autres non. Je dirais que notre responsable de compte comprend parfaitement ce qu'il faut. C'est un gars vraiment fantastique. Et nous voulons faire connaître ce que nous faisons sur le Web3 en particulier. La plupart des gens avec qui nous discutons chez Nvidia sont tellement spécialisés dans leur propre domaine d'expertise, vous savez, comme les réseaux ou l'ingénierie de terrain, ou vous savez, un fabricant de puces ou quelque chose qu'ils n'aiment pas vraiment. Ils ne sont pas vraiment comme, crypto-friendly, dans ce sens où ils sont des spécialistes du matériel informatique, comme s'ils étaient littéralement un fabricant de puces ou un fabricant de serveurs. Donc nous avons une chance, et je pense que c'est très important pour moi aussi, de parler de l'importance du Web3, vous savez, pour l'avenir de l'IA, comme pourquoi la décentralisation est essentielle. Et je pense qu'à ce niveau-là, tous ceux que nous avons rencontrés comprennent que, par exemple, il est préférable d'avoir un écosystème diversifié de développeurs et d'utilisateurs, de modèles, d'applications, par opposition à quelques-unes qui sont très organisées ou détenues par les grandes boîtes de technologie. Mais comment vraiment expliquer comment le Web3 ou la blockchain joue un rôle dans cela? Vous savez, c'est une excellente occasion de le faire à ces occasions. Terminons avec le FUD, parce que tout cela commence avec le départ d'Aaron, vous savez. Donc beaucoup de gens discutent beaucoup de FUD, créent du FUD, mais tout cela commence avec le départ d'Aaron. Que s'est-il réellement passé? Quel était son rôle avant qu'il ne parte? Comment est-ce que ça se passe? Donc je dirais que le FUD tombe dans deux catégories pour moi. C'est vrai qu'il y a un combat dans le sens où comme si tu connaissais quelqu'un qui veut échanger le jeton et veut le manipuler, faire baisser le prix. Et il n'y a pas de contre-mesure contre ça. Ce genre de combat, c'est une stratégie de trader. Hein, vous savez, on est sur un marché libre, allez-y, faites des bêtises. Et puis il y a les gens qui sont légitimement préoccupés par leurs détenteurs à long terme ou envisagent d'être des détenteurs à long terme et veulent vraiment savoir quel est l'alpha ici que je dois connaître pour être un investisseur prospère ou détenteur de tokens prospères. Donc je ne pense pas que le FUD disparaîtra un jour. En fait, dans la communauté, on parle encore de Aaron aussi parfois, mais je peux dire que Aaron était un gars fantastique pour avoir aidé à lancer le projet. Il a joué un rôle essentiel pour nous rassembler tous. Il a rédigé le contrat de jeton et l'a déployé. Il a été l'un des premiers à installer le matériel et tout ce genre de choses.
Et vous savez, As is normal dans, in the case dans of des like new compagnies Facebook, de sociétés nouvellement créées comme la nôtre, avoir des gens qui se séparent entre les cofondateurs, myself euh, and the other two co-founders. c'est assez commun. And it was, Et c'était une décision mutuelle de se séparer. Et je pense que and I think vous that savez que il y a rien de. it's there's nothing Aaron that's est toujours un actionnaire dans SETI, la société, pas que ce soit super important, c'est surtout un projet Web3, vous savez, mais il est toujours là en tant qu'actionnaire, il n'occupe plus de poste officiel ni rien de tel au sein de l'entreprise. Et vous savez, je souhaite toujours, vous savez, le meilleur à Aaron, quel que soit le projet sur lequel il travaille. Que puis-je répondre plus précisément à ce sujet? Est-ce que vous pensez qu'il y aura des inquiétudes en plus auxquelles il faut que je réponde? Je pense que pour l'instant, ils oublient ça, c'est un peu plus loin à cause de l'action de prix. C'est juste que je veux aborder ce point de vue, c'est juste... si toi, tu ne devrais plus rien avoir à ajouter, je pense que c'est juste quelque chose qui t'est arrivé à te séparer, et c'est pas grave. Et ça arrive dans la vraie vie. all the time, right? So Yeah. Yeah, exactly. Et à propos de BCII, l'investissement, je pense que c'était soit 80 millions de dollars, j'ai oublié. Ils n'ont rien donné, n'est-ce pas? Ils ont juste promis quelque chose et n'ont rien donné. Quelle est la situation et quel est votre investissement pour l'avenir peut-être? BCI est une société cotée en bourse qui souhaitait investir dans un projet d'IA, et plus précisément dans l'IA SETI, afin de, je pense, accroître sa notoriété sur les marchés publics et participer dans quelque chose qui, selon moi, est assez clairement le récit du moment. Vous savez que peut-être comme l'une des prochaines grandes opportunités dans la technologie est l'investissement en crypto-monnaie. Ils l'ont fait dans le passé avec d'autres blockchains, d'autres projets connexes, et la thèse était que, vous savez, nous nous associerons avec eux pour les aider à réaliser cet avantage en termes d'exposition au marché public, le récit de l'IA. help them realize this benefit in terms of public market exposure to the AI narrative. And as they were able to benefit from that, they Et were comme ils auraient bénéficié de ça, ils investissaient aussi dans la société. Et c'était une approche par étapes jusqu'à 60 millions de dollars. Heureusement, ils ne semblaient pas vraiment super motivés ou capables de suivre leurs engagements. Donc au tout début, pendant quelques mois, nous disions tous de quoi avez-vous besoin de notre part pour réussir? Mettez-moi dans des podcasts, des interviews, mettez-moi sur une scène quelque part, mettez-moi à la télé, mettez-moi sur CNBC si vous voulez, je suis heureux de parler d'IA toute la journée. Et ensuite leur donner tous les matériaux d'investissement dont ils auront besoin pour aller là-bas et atteindre ces objectifs qui ne se sont jamais matérialisés. Je ne devrais pas dire jamais, cela ne s'est pas encore concrétisé, mais à un moment donné, nous avons réalisé que, d'accord, bon, c'est une option pour l'avenir, si ces gars prennent ça au sérieux, ce n'est pas quelque chose que nous devons nécessairement abandonner, mais il y a d'autres choses importantes sur lesquelles nous devons consacrer notre énergie pour le moment, en termes de trouver d'autres opportunités de financement, et c'est ce que nous avons décidé de faire. Donc, BCI est cette chose qui... si ces gars-là arrivent et qu'ils veulent vraiment faire bouger les choses, c'est génial. Nous avons déjà mis en place un cadre, un accord pour travailler avec eux sur ce sujet. Mais si d'ici là, nous n'allons pas arrêter à une seule chose que nous pouvons faire pour lever des fonds pour le projet, nous allons faire plusieurs choses et c'est ce que nous avons fait. raise financing for the project. We're going to do multiple things. That's what we've been doing. Et donc, en ce moment, quels sont vos investissements? Avez-vous des dettes? Avez-vous des gens qui viennent investir? Quel est le statut à l'heure actuelle? So we are working on Donc, ouais, on travaille avec des investissements financiers traditionnels et nous n'avons aucune dette pour le moment. so we Donc, pay for nous payons pour les dépenses d'exploitation à partir de ce point précis maintenant. Tout depuis qu'on a arrêté de faire la vente du jeton en novembre, nous payons pour toutes les dépenses d'exploitation que nous avons and it's all
notamment pour le fonctionnement du matériel. Nous sommes actuellement sans dette en tant que projet et tout va bien de ce côté-là. Dès que nous commençons à débloquer le revenu net ou le profit, vous savez, de ces projets auxquels nous fournissons des ressources informatiques, aucun paiement ne va à une dette ou quoi que ce soit de ce genre. Nous sommes donc ouverts à l'augmentation de la dette à l'avenir pour développer l'entreprise. Nous sommes ouverts à la levée de capitaux propres à l'avenir également pour développer l'entreprise, mais nous sommes aussi complètement autosuffisants sur le modèle de tokenomics Flywheel que j'ai décrit juste avant, et je pense que c'est ce qui a été prouvé jusqu'à présent. C'est un moyen très fiable d'atteindre ce niveau, et nous démontrons donc maintenant que nous pouvons restituer des profits nets à l'écosystème du token, et je pense que cela continuera à démontrer le succès de la tokenomics, du modèle de Flywheel que nous avons développé avec Logos. Et quel projet exploitez-vous avec ce minage quels sont les projets auxquels vous participez simplement? Je pense que vous avez Morpheus, Spheron, mais quoi d'autre? Est-ce que vous avez des noms? Ouais, nous sommes donc en direct avec ces deux-là, Morpheus, Spheron et Hyperbolic, qui est un autre courtier d'épines. Et nous avons été actifs dans le passé sur le S19 de BitTensor, le Subnet 19. Nous ne sommes pas actifs pour le moment et cela fait partie de la liste des choses à revoir. Le sous-réseau BitTensor, dans cet aspect particulier, a un certain poids, un certain problème de copie de poids en ce moment, et je pense qu'il travaille pour résoudre ce problème et pour faire en sorte que l'endroit soit plus juste et plus compétitif pour les fournisseurs de calcul. À ce moment-là, nous serons prêts à revenir dans BitTensor. Puis nous sommes prêts à miner sur Aether. Nous aimerons donc allumer dès maintenant, car nous travaillons sur un arrangement pour obtenir le jeton requis pour staker, pour devenir un fournisseur de calcul sur Aether. Et c'est un montant assez conséquent en fait. C'est plutôt drôle. Les projets d'Epine en particulier, ils ont cette chose intéressante où pour s'assurer que les fournisseurs de calcul ont leur mot à dire et font du bon travail en fournissant de la puissance de calcul, ils ont mis en place du staking qui peut être réduit s'ils sont un fournisseur de calcul médiocre. Et les exigences de staking pour Aether en particulier sont, en raison de leur jeton au prix actuel, substantielles. C'est comme si nous avions besoin de beaucoup de jetons. Nous cherchons donc comment mettre cela en marche avec Aether, et je vais comparer cela avec Morpheus qui a également une exigence de staking. Mais dans l'équipe de Morpheus qui est fantastique, qui s'est réunie pour déléguer la participation à SETI afin que nous puissions participer à leur projet. Quiconque possède une méthode de staking déléguée, c'est quelque chose qui nous intéresserait davantage en y regardant de plus près. Génial. Et je pense que Spheron n'est pas encore en ligne. Ils ont peut-être déjà airdrop, n'est-ce pas? Oui, Spheron est en testnet, Hyperbolic est en ligne, et ils travaillent toujours sur leur mécanisme de paiement qui devrait être terminé très prochainement. Morpheus est en ligne aussi. Et Logris a fait des mathématiques, peut-être. Donc, c'est difficile parce que Spheron n'est pas encore live, mais combien de dollars par carte pouvez-vous faire avec ça? Parce que je pense qu'il commence à 9 dollars et ensuite il descend parce que ça baisse un peu. Combien attendrais-tu par carte en tant que revenu? C'est toujours des fourchettes qui sont assez larges. C'est dans la fourchette qu'on a pour le moment. Mais tu sais, 9 c'est toujours dans la fourchette, comme si c'était du côté haut de la fourchette, mais c'est toujours possible. Donc je pense que de manière réaliste, cela va être, vous savez, c'est un peu difficile à savoir pour le moment jusqu'à ce que ces projets-là sortent du testnet. Mais comme vous savez, j'espère que ce sera une fourchette de 4 à 9 dollars par heure de carte, ce qui me semble complètement possible. Mais je dirais que la vraie particularité ici, chez ici, c'est l'Intelligent Compute Fabric ou l'ISF Intelligent Cloud Fabric qui nous permettra, vous savez, de maximiser l'utilisation des cartes à plusieurs utilisations différentes. Et donc, c'est comme ça
qu'on obtient le moindre centime de la carte pour notre prix. Et c'est quelque chose qui n'est possible que si tu es propriétaire et l'exploitant du matériel physique lui-même, parce que vous avez besoin, comme au niveau du matériel périphérique, matériel, d'un accès au serveur afin de pouvoir faire quelque chose comme ça. Mais si vous êtes en mesure de prendre même de petites quantités de cartes non utilisées et de les utiliser à bon escient, cela fait une grande différence en termes de potentiel de revenus par carte et par heure. revenue per card per hour. Yeah, that's very important. And about the rev share. Et concernant le rev share, quand est-ce que vous pensez que cela pourrait se produire? À quoi est-ce que ça ressemblerait? On pourrait aussi parler de peut-être donner plus à certains détenteurs qui sont des détenteurs de très longue date. Est-ce que vous avez discuté de tout ça, ou peut-être est-ce que c'est pour plus tard? Maybe for later. Ouais, c'est quelque chose que j'ai discuté avec Logri, à Tony et à Austin. Nous savons que nous avons parlé de beaucoup d'options, de ce que nous pouvons faire pour les détenteurs de longue date du jeton sur lequel nous n'avons pas encore décidé rien de particulier. Mais nous sommes conscients que, comme beaucoup de gens, nous détenons, qui détiennent depuis le tout début, l'action de prix a été latérale ou même en baisse au cours du dernier mois. Or so since then. So we want to do something. Donc on veut faire quelque chose, mais on n'a pas déterminé exactement encore. Okay. Et est-ce que vous pensez que vous allez avoir un tableau de bord pour suivre tout ce qui est fait chez SETI? Parce que beaucoup de gens sont pessimistes. Vous savez, la crypto, c'est toujours un peu pessimiste. Vous avez un tableau de bord pour suivre que minez-vous, quelle est la récompense? Pouvons-nous nous attendre à cela? Donc c'est une énorme opportunité alpha pour les premiers investisseurs. Comme aujourd'hui, vous devez, vous savez, vous voulez voir ce que nous faisons, et bien le plus simple est d'aller dans la sphère sur le tableau de bord public et de voir comment cela fonctionne. La prochaine, c'est comme pour Hyperbolic, ils n'ont même pas encore de tableau de bord. Donc tout est très manuel pour ce que nous puissions travailler avec eux. Donc lorsqu'ils auront un tableau de bord pour nous, alors l'étape suivante sera de créer un tableau de bord pour tout le monde. Pour Morpheus, vous pouvez trouver un routeur proxy et vous pouvez aller voir le modèle d'inférence selon lequel nous contribuons au réseau juste là. Il est encore trop tôt pour les investisseurs. Si vous êtes prêts à vous lancer et à faire ce genre de travail pour obtenir l'alpha, vous pouvez voir que nous sommes en train de fournir sur ces réseaux. Pour nous, en termes de fourniture d'un tableau de bord à la communauté en général, généralement ce qui se passe, je pense, c'est que les informations les plus utiles seront quel est le rendement que vous pouvez obtenir avec le jeton, quels sont les rachats que nous allons faire sur le jeton. C'est le tableau de bord que tout le monde veut vraiment voir ça. Et vous avez annoncé un livre blanc rédigé par Logris. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à le voir? Je vais vérifier avec lui, il me donnera une idée plus précise. So yeah, There is a white just paper. to yeah. Actually, just Donc, en fait, je ne m'arrêterai pas là, parce que, bien sûr, nous avons le livre blanc disponible en téléchargement sur notre site web, et nous avons une fois par semaine une session sur Discord, une session audio, pour répondre aux questions des gens sur Discord. Et également un contributeur actif sur Discord également, pas tellement du côté de Telegram, mais comme dans Discord, il répond aux questions de tout le monde, tout le temps, en profondeur, des réponses très détaillées. Je fais de mon mieux aussi. Donc, pour résumer, à quoi ressemble la feuille de route de l'année 2025? Qu'attendez-vous de cette année? Je pense que notre objectif pour l'année prochaine est de faire évoluer l'opération par ordre de grandeur, ou d'autant plus que nous avons des centaines de serveurs en service d'ici la fin 2025, dans plusieurs centres de données. Nous avons actuellement notre data center à Vancouver, mais ce n'est que celle avec laquelle nous avons commencé. Nous avons des sites que nous sommes en train de développer dans l'ouest du Michigan, à Montréal, au Québec, et sur la côte est des États-Unis. Nous avons même un site potentiel que nous pourrions développer à Singapour, même si nous nous concentrons principalement sur l'Amérique du Nord pour le moment. La raison pour cela est qu'une fois que nous aurons la capacité à commencer les commandes pour les serveurs, nous aurons le capital pour les payer. Nous avons aussi besoin d'un endroit où les placer. Et c'est un peu comme la seule chose, l'une des choses dont les gens ne parlent pas autant. Les gens parlent comme « Ah, vous savez, nous avons commandé des GPU » ou quelque chose comme ça. Je me suis dit « Super, c'est cool »,
Mais vous savez, quand vous arrivez au point où vous devez en commander beaucoup, vous avez besoin d'un endroit où les mettre. Et il n'y a pas beaucoup de place disponible. Comme les plus gros sites sont tous raflés par les hyperscalers, et ce qui laisse le reste du marché, vous savez, à la recherche de plus d'espace dans un niveau 3 de centre de données. Vous avez, je ne sais pas, 2 à 5 mégawatts de capacité de puissance excédentaire, donc c'est donc beaucoup de puissance et il n'y a pas beaucoup d'emplacements. Mais nous avons développé ces emplacements tout au long du chemin, nous avons donc un endroit où placer ces serveurs lorsque les commandes arriveront. Donc So 2025, at least an order of magnitude bigger than where we are right now. Donc en 2025, au moins un ordre de grandeur plus grand que ce que nous sommes actuellement, des multiples en plus. Je veux aborder un problème. J'ai reçu des notifications tous les jours à ce sujet. Les gens ont du mal à échanger contre SETI, je ne sais pas, Ethereum, parce que vous avez associé le jeton au WrapTao, ce qui est tout à fait OK. Est-ce que vous comptez créer des LP avec Ether, par exemple, ou vous les gardez comme ça? En vrai, ni l'un ni l'autre. Il existe actuellement une petite pool pour ETH, juste pour empêcher les gens qui effectuent de petits achats de se faire complètement démolir lors d'un échange. Nous avons donc mis, je ne sais pas, c'est comme une centaine de milliers de dollars de liquidité, ou peut-être un peu moins que ça dans la pool ETH en ce moment. Mais finalement, nous allons migrer vers une paire de stablecoins pour le token. Et je pense que c'est ce qui a le plus de sens en termes de, vous savez, de facilité. Vous savez, échanger est beaucoup plus facile de l'USDC contre du SETI, par exemple, ou alors que plutôt du WrapTao, lorsqu'il faut passer sur le réseau et qu'en plus il y a du slippage. Et c'est ce qui nous donnera les plus longues jambes en termes de mouvement de prix à la hausse lorsque nous ferons ce changement. Et nous serons pas liés à la volatilité de Tao, par exemple. Quand est-ce qu'on va faire ça? Je pense qu'il serait prématuré de le faire maintenant, pour être tout à fait honnête, parce que je pense que nous entrons dans la saison des pièces de monnaie. Je pense que Tao va connaître une hausse. Alors pourquoi devrions-nous nous éloigner de Tao juste avant sa hausse? Parce que cette hausse aura également un effet secondaire, augmenter le prix du SETI. Donc si le SETI augmente, parce que de nouveaux détenteurs de jetons entrent dans l'écosystème et qu'il reçoit également un coup de pouce parce que le Tao augmente également, je ne pense pas que ce soit quelque chose avec lequel nous voulons jouer maintenant. Mais à mesure que nous avançons dans la saison des altcoins, ou si les choses commencent à ressembler à ça, si Tao commence à ressembler au fait qu'il a fait son chemin, alors notre attention est de passer à une pièce stable pour SETI. Ok, je comprends. Vous attendez enfin, je ne suis pas sûr que ce soit votre problème, mais juste pour demander, vous prévoyez de mettre le jeton sur une couche 2 peut-être, un layer 2 ou une autre chaîne? Nous pouvons le faire aussi. Nous avons parlé de tout ce genre de choses en interne. C'est drôle que vous mentionnez cela. Les gens ont demandé pourquoi pas avoir le SETI sur Solana. Est-ce qu'on peut avoir le SETI sur Base également? Le SETI sur Base est probablement beaucoup plus simple à faire que le SETI sur Solana. On parle de tout ça tout le temps, bien sûr. Et pour nous, c'est juste une question de quelle est la chose la plus importante à faire maintenant ou ensuite. Et si ce moment-là arrive, par exemple, vous savez, vous pouvez mettre comme SETI sur Base ou Arbitrum ou quelque chose comme ça. Et s'il y a une très bonne raison de le faire, je suis tout à fait ouvert à cette idée. Si les gens aiment, est-ce que tu peux le mettre sur Solana, comme j'ai une très bonne raison de faire ceci, cela, je suis complètement ouvert à l'idée de le faire. Cela demande un peu plus de travail, mais oui. Mais êtes-vous plutôt Ether ou Solana maximaliste, ou vous aimez simplement les deux? Ma philosophie personnelle, qui remonte à des années et des années maintenant, est que ce qui fonctionne pour vous est celui que nous voulons soutenir. J'aime ce qui fonctionne pour le projet dans son ensemble, j'aime ce que les gens veulent. Je ne suis pas dans le maximalisme. Je pense qu'il y a beaucoup d'utilité dans la crypto en général, et Solana est évidemment fantastique dans certains domaines, et ETH l'est aussi. Et les gens adorent détester ETH cette année, mais c'est toujours l'OG, n'est-ce pas? Il y a toujours la grande majorité du développement qui se fait tout seul dessus.
Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de questions sur les listings sur des exchanges centralisés. Je dis toujours que de toute façon les sex bougent et qu'ils sont plus utilisés que les sex et ils ont des parts de marché grandissantes. Et je pense que cette question n'est pas si importante, mais juste pour répondre à cela, avez-vous des contacts avec des sex? This question is not that important, but just to address this, do you have contact with sex listing? Do you expect some or just on DEX? Donc, vous savez, ces brokers qui me contactent souvent, des gens qui, je pense que sont peut-être même pas des courtiers, mais comme un canal de vente. Vous savez, des partenaires pour des listings sur sexe. Pour nous, tout d'abord, le sexe devrait prendre en charge la taxe sur le token. Et il y en a qui le font, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et puis, alors, il devrait aussi avoir un volume d'échange décent, un nombre décent d'utilisateurs pour que cela en vaille la peine également. Nous avons mis du temps à le faire. Et ensuite, il devrait ne pas aimer, vous savez, vous demandez beaucoup d'argent, il devrait être financièrement intéressé à cause des frais de négociation pour la plupart, non pas parce que nous payons des frais exorbitants pour obtenir une cotation. Donc si nous trouvons une relation qui répond à ces trois critères, ils soutiennent une taxe symbolique, ils sont intéressés par le long terme et des revenus provenant des frais de négociation, et qu'ils ont réellement des utilisateurs, ouais, comme ça, on ferait ça. And about DICE, I don't know how Et à propos de DICE, je ne sais pas comment le dire en anglais, la société d'IA décentralisée, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur qui sont ces acteurs, quel est le but de ces acteurs-là? Donc, DS, c'est un groupe anglais, c'est une inspiration romaine liée au théâtre. C'est un peu une plateforme surélevée où vous vous adressez à l'ensemble du public. Mais dans le cas de DS, il y a deux cofondateurs, Michael Casey et James Aft, qui sont tous les deux des vétérans de longue date de l'industrie, des vétérans de l'industrie de la cryptographie. James est un conseiller stratégique du projet SETI. Michael est comme un journaliste crypto. Et on trouve également des fondateurs de Morpheus, par exemple, de Filecoin, et un tas de projets d'infrastructure et quelques projets d'agentification à venir et émergents également. Donc le but de DICE est d'avoir un groupe industriel où les gens qui cherchent à construire et à créer le futur qu'ils souhaitent voir en termes d'intelligence artificielle décentralisée sont capables de se rassembler et de collaborer et de développer des relations, de partager des idées que vous connaissez, travailler ensemble pour que ce futur se réalise. Et en fait, c'est la raison pour laquelle nous avons une relation si étroite avec Morpheus. Par exemple, nous sommes comme, vous savez, l'équipe de Morpheus, les membres sont comme délèguent leurs jetons Morpheus pour nous, juste pour que nous puissions participer en tant que fournisseurs de calcul. Et comme nous travaillons avec eux comme une paire de programmation, vous savez, avec leurs développeurs, afin d'être le premier fournisseur de calcul sur leur plateforme. Donc, ce sont des gens qui sont profondément Red Pill en termes de décentralisation quand il s'agit d'IA, mais également parmi les esprits les plus brillants dans le domaine de technologie et de capacité à exécuter le but, vous savez, de créer le futur que nous voulons voir. Et vous savez, vous avez une grande communauté française. Pensez-vous que nous pourrons nous attendre à un événement où vous serez présent en France? Ouais, j'aimerais bien venir à la prochaine Blockchain Week de Paris ou quelque chose comme ça, ou peut-être qu'il y a encore plus d'événements appropriés. Je suis allé à la Paris Blockchain une fois et c'était plutôt cool. Je parle pas français malheureusement, et ce n'est pas grave, pas de problème. Je crois avoir répondu à toutes mes questions. Avez-vous des sujets que vous voulez aborder ou quelque chose que je n'ai pas mentionné? Non, je pense que nous avons couvert beaucoup de choses qui se passent dans Twitter, Discord et Telegram en ce moment. Et de toute façon, si vous pouvez contacter dans Telegram, sur Discord ou ce genre de choses, je fais mon mieux pour essayer de répondre à tout le monde ou répondre aussi aux messages sur X. Ma mission est de raconter l'histoire au plus grand nombre de personnes possible, de séparer
les combattants qui sont les traders et qui veulent échanger le jeton avec les personnes qui ont des questions légitimes et qui cherchent pour être des détenteurs à long terme et vraiment aider ces personnes. C'est tout mon objectif ici, de partager l'histoire de ce que nous faisons et de ce que tout le monde s'enthousiasme également. Notamment avec le futur de l'IA que nous construisons ensemble. Et j'ai deux questions supplémentaires pour vous. Si vous devriez résumer ce que SETI est, vous savez, on dit que Bitcoin est l'or numérique, Ethereum, l'argent libre d'Internet. Qu'est-ce qui serait une seule phrase pour SETI? Cette IA est la pioche et les pelles de la révolution de l'IA. Nous sommes l'infrastructure fournisseur. Nous ne sommes pas ici pour choisir les gagnants dans ce domaine, mais nous sommes là pour fournir de la puissance de calcul à tous. Et nous demandons généralement à chaque invité de nous dire quels seraient vos conseils pour un jeune investisseur en crypto ou simplement pour quelqu'un qui souhaite faire partie de l'aventure. Je ne sais pas, on peut prendre deux chemins, je pense. Vous pouvez choisir un groupe de recherche à l'avance avant de faire votre gros investissement et trouver le projet qui, selon vous, va gagner ou le groupe de projets que vous pensez qui va gagner. Surtout dans le domaine de l'IA, il y a tellement de choix. Vous pouvez simplement vous lancer dans des projets d'abord et ensuite faire vos recherches plus tard. C'est généralement ainsi que j'ai investi dans le passé. Je me lance à fond et ensuite je fais des recherches après coup. Mais à un moment donné, avant ou après, vous allez vraiment vouloir vous renseigner sur ce qui se passe. Et c'est essentiel, car cela va vous aider à faire la distinction, je pense. Et bien, comment est-ce que je vais dire ça? Cela vous aide à séparer les personnes qui construisent de vraies choses des personnes qui font une escroquerie. Vous avez donc les deux. Et cela ne signifie pas que les gens qui construisent des choses réelles vont toujours réussir ou que vous n'allez pas gagner de l'argent en investissement dans un jeton d'un escroc, comme si les deux pouvaient arriver. Vous savez, le résultat le plus probable est que votre avenir soit à long terme et que vous soyez éduqué. Et je pense que c'est parfait pour terminer cette interview. Merci beaucoup, Denis. J'ai beaucoup apprécié. Et merci encore. À bientôt. Au revoir.